Yitzhak Levanon, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour, comment ça va? Merci, ça va bien, j'espère que vous allez bien aussi. Nous allons parler ensemble, je rappelle que vous étiez ancien ambassadeur d'Israël en Égypte et que vous êtes un expert en matière du Proche-Orient et des pays arabes. Je voulais parler avec vous en particulier ce matin de ce qui s'est passé ces derniers jours et en particulier au cours de la dernière journée en Jordanie avec cette crise déclenchée hier après l'agression contre un agent de la sécurité de l'ambassade d'Israël à Amman et résolue hier soir donc après l'intervention des Américains, une conversation entre le Premier ministre et le roi Abdallah de Jordanie. Alors, tout cela se rajoute avec un positionnement qui paraît assez complexe de la part de la Jordanie dans la crise autour du mont du Temple. On aimerait que vous nous aidiez à y voir un petit peu plus clair. Est-ce que la Jordanie a été et est aujourd'hui un facteur modérateur ou un facteur, on va dire, presque incitateur autour du mont du Temple et par rapport à Israël ? Daniel, si on prend le résultat après 48 heures de débat sur les deux questions que vous avez mentionnées, je crois que le rôle de la Jordanie est plutôt modérateur qu'incitateur. Et j'explique tout ça. Le vrai problème sur le mont du Temple, sur la question des détecteurs magnétiques, etc., c'est pas la question de la souveraineté, c'est pas la question qu'Israël a le droit ou n'a pas le droit de mettre des mesures de précaution, de sécurité, etc. Mais en dessous de tout cela, il y a une compétition qui n'est pas tout à fait ouverte entre le Waqf palestinien et le Waqf jordanien. C'est ça le vrai problème. La Jordanie, d'après l'accord avec Israël, elle est le niveau supérieur pour contrôler les lieux saints de l'islam au sein de Jérusalem. Ceci ne plaît pas aux Palestiniens. Mais ils ne peuvent pas, faire la compétition ouverte contre le roi de la Jordanie. C'est pour cela que tout se passe derrière les rideaux, dans les coulisses. C'est ça le vrai problème. Maintenant, la Jordanie qui veut retourner et prendre ce rôle, elle a fait le lien. Auparavant, ce n'était pas de façon publique, mais plus tard, oui, entre ces détecteurs et la crise qui est tout à fait séparée de la question du mont du Temple qui s'est passée dans l'ambassade israélienne avec l'agent de sécurité et celui qui a essayé de l'assassiner ou de le tuer. Donc, la Jordanie a lié les deux pour trouver une solution. Pour Israël, c'était convenable parce que, de toute façon, dans les décisions du cabinet, on s'acheminait pour retirer ces détecteurs magnétiques. Donc, le tout a bien joué avec l'aide, bien sûr, des États-Unis, avec les discussions directes au plus haut niveau entre le roi et le Premier ministre, et bien sûr, la visite du chef de Shabak qui est sur place. Donc, tout ça ensemble, ça a amené la solution et les gens sont retournés en Israël. Maintenant, ce qui reste, c'est qu'en Israël, de faire une investigation, interroger plus profondément ce qui s'est passé pour voir et mettre au clair quelle est la situation exacte de ce qui s'est passé au sein de l'ambassade pour deux motifs principaux. Premièrement, pour savoir exactement tous les détails et deuxièmement, pour faire un test case, comme on appelle, pour faire enseigner ceci aux agents de sécurité futurs qui vont s'intégrer, dans le service pour qu'ils puissent comprendre comment se comporter au cas où il y a des couches pareilles. Donc, c'est ça une image complète de la situation. Alors, on se souvient qu'au début de la crise, autour du mont du Temple, on a assisté à des prises de position, par exemple, du président du Parlement jordanien, extrêmement radicales. Et là aussi, on a du mal à comprendre. Est-ce qu'il y a un double langage de la part de la Jordanie ? Est-ce qu'en public, la Jordanie veut se montrer très radicale, très virulente concernant tout ce qui a trait au mont du Temple pour bien affirmer d'une certaine manière sa souveraineté, entre guillemets, sur le Waqf et sur le mont du Temple et être en phase avec les manifestants palestiniens ou bien, et parallèlement... En coulisses, la Jordanie tient des propos bien plus modérés et travaille de concert avec Israël ? Regardez, ceci me rappelle en Égypte, lorsque on venait au président Moubarak et on lui disait, regardez, comment se fait-il qu'il y a
des personnes chez vous qui disent ou attaquent Israël sur un sujet X ou Y. Et la réponse était toujours qu'en Égypte, il y avait la liberté d'expression. Oui. Bon, tout le monde sait que ça n'existe pas, mais c'est les règles du jeu. Je crois que la Jordanie et l'Égypte et d'autres pays aussi, dans le monde arabe, essayent d'imiter ce qui se passe chez nous. Malheureusement, comme chez nous aussi, il y a cette liberté, mais elle est vraie, la liberté d'expression chez nous, et que certaines personnes, souvent des ministres ou d'autres, s'expriment de façon très claire. Ceci ne veut pas dire que c'est la décision finale et officielle du gouvernement israélien. C'est la même chose. La Cour en Jordanie, c'est elle qui décide. Dans le cas des détecteurs et dans le cas séparé de ce qui s'est passé à l'ambassade, en fin de compte, celui qui a pris la décision, c'est le roi. C'est la Cour qui a décidé. Les contacts d'Israël avec ces gens, c'était pas avec le chef du Parlement, c'était pas avec le chef de l'opposition jordanienne, sinon avec les gens de la Cour royale. C'est comme ça que ça se passe en Jordanie. Donc, il y a des gens ici qui disent des choses. Maintenant, il faut prendre en tant qu'un fond de toile et comprendre que la Jordanie, il y a beaucoup de Palestiniens qui vivent là-bas, c'est la majorité, disons. Donc, il faut prendre en considération aussi des gens d'origine palestinienne qui veulent aider le Waqf palestinien et ils veulent inciter contre Israël, etc. Ils s'expriment, ils ont le droit d'après la liberté d'expression. Mais en fin de compte, les décisions officielles se prennent dans la Cour royale. Alors, je voudrais une clarification. Vous nous avez parlé tout à l'heure de deux Waqf sur le mont du Temple, le Waqf palestinien, le Waqf jordanien. Quelle différence y a-t-il entre eux? Lorsque l'on entend parler du Waqf, on n'a pas l'impression qu'il y ait deux Waqf. On dirait qu'il y a un même son de cloche plutôt radical de la part du Waqf. Il y a un seul Waqf qui est le Waqf palestinien qui travaille et dans le sein du Waqf jordanien qui est en Jordanie. Oui. Parce que la Jordanie, elle est responsable, elle est ce qu'on appelle le custodien des lieux saints musulmans. Et je parle des individus. Et l'institution du Waqf sur le mont du Temple, c'est l'institution du Waqf palestinien qui travaille de façon très étroite avec les gens jordaniens. Il y a une compétition derrière les rideaux. Chacun veut, les Palestiniens veulent contrôler complètement la question de l'esplanade du Temple. Et ils disent, bon, pas seulement l'esplanade du Temple, les Palestiniens veulent aussi contrôler les lieux saints des chrétiens à Bethléem, par exemple. Donc, il y a ce genre de choses, mais et derrière les coulisses, parce que les Palestiniens ne veulent pas que tout le monde sache qu'il y a une lutte derrière les coulisses entre la Cour royale et les Palestiniens. C'est la même chose à propos avec les Égyptiens. Le président Sisi n'est pas tout à fait d'accord avec le comportement du président palestinien. Mais il vient au Caire, on le reçoit, on lui donne une accolade, on discute, etc. Ce sont les règles du jeu. Mais au fond de compte, c'est la compétition qui est sur place. Mais Yitzhak Lebanon, vous êtes d'accord qu'il y a aussi un autre bras de fer? Vous parliez de cette petite tension entre les Palestiniens et les Jordaniens, mais il y a aussi un bras de fer entre le Hamas et le Fatah. Le Hamas et le Fatah, le Hamas qui voudrait aussi mettre un pied sur le mont du Temple à travers des gens comme Raed Salah, et qui en a déjà mis plusieurs même au cours des dernières années. Et peut-être on parle même d'une rivalité entre la Jordanie d'un côté et la Turquie plus radicale de Tayyip Erdogan de l'autre côté. Tout le monde, Daniel, tout le monde est en train de pêcher dans ces eaux troubles. C'est clair, que ce soit la Turquie, que ce soit Hamas, que ce soit Raed Salah, que ce soit tout le monde, parce que ils veulent arriver à leur but. Le but, c'est de contrôler. Le but, c'est de faire bouger la Jordanie. Le but, c'est de changer, de mettre Israël, disons, de côté aussi. Donc, tout le monde est en train de profiter de cette occasion, chacun dans son propre système. Le Hamas, par exemple, le système qu'il a, ce sont l'incitation. C'est clair. Il fait des manifestations, il donne des déclarations, et il n'a rien à perdre, parce que ce sont des paroles, mais ça incite. Et c'est pour cela qu'il y a des gens dans les territoires qui sont proches de Hamas qui font les manifestations aussi. La Turquie, elle veut jouer un rôle en tant qu'elle est le pays musulman pour retourner aux idées du califat et de diriger ce monde-là. Donc, elle joue son rôle aussi. C'est pour cela que après avoir parlé avec le président de l'État d'Israël, subitement, on entend M. Erdogan donner des déclarations qui sont
une incitation très claire. Donc, tout à fait, c'est clair. Le fait, au fond de compte, c'est que Israël, elle est sur place. Rien ne peut se passer sans l'accord d'Israël, et c'est ce qui s'est passé entre la Jordanie et Israël. Que ce soit sur les détecteurs, sur la question de l'ambassade, tout ce que vous voulez, ce sont les contacts qui, en fin de compte, ont amené à la solution entre Jordaniens et Israéliens. Donc, on ne peut pas détourner, disons, la position israélienne. La seconde chose, c'est qu'on a vu que le président Mahmoud Abbas, qui est retourné avant de la Chine pour prendre le contrôle de la situation et prendre une décision qui, à mon avis, elle est ridicule, de faire geler les relations avec Israël, n'est arrivé, au bout de compte, il est arrivé à rien. Oui. Personne ne l'a pris en considération et aussi, il n'est pas aussi partie prenante de l'accord qui est arrivé entre la Jordanie et Israël. Donc, en fin de compte, Israël, elle a joué pour aider la Jordanie et pour retrouver la situation qui existait jusqu'à maintenant. Et la Jordanie sort gagnant d'une certaine manière de cette crise, si à supposer que maintenant les choses vont se tasser, se calmer, c'est la Jordanie qui sort vainqueur de cette crise ou de cette double crise? La Jordanie, carrément, elle pourra dire, elle a commencé à le faire très tôt ce matin, mais je ne sais pas si elle va continuer sur cette ligne ou pas, que qu'on croit, c'est nous, les Jordaniens, qui avons convaincu les Israéliens pour ôter ces détecteurs magnétiques. Ce sont nous. Oui. C'est personne d'autre, ni les manifestants, c'est nous. Ceci ne veut pas dire, par exemple, que les Palestiniens, que ce soit l'autorité palestinienne, que ce soit le Fatah ou le Hamas, ne vont pas continuer avec les incitations sur place. Oui. Ça peut commencer. Mais dans ce cas-là, Israël, elle est dans une position beaucoup plus forte qu'auparavant, parce que, bon, elle a l'accord des Jordaniens, les Américains sont derrière, l'Égypte aussi, elle est d'accord parce qu'on a enlevé les détecteurs. Il n'y a plus de raison, disons, que les Palestiniens continuent ces manifestations. Donc, disons, les Palestiniens sont dans une position assez faible qu'auparavant. Et vous ne craignez pas à cause, à mon avis, d'une gérance, d'une malgérance de la part du président palestinien. Et vous ne craignez pas que cette volte-face, finalement, de Binyamin Netanyahou, qui, après, dans un premier temps, avoir cautionné le déploiement de ces portiques de sécurité, d'avoir soutenu la police à ce niveau-là, d'avoir attendu, d'avoir tergiversé pendant plusieurs jours, finalement, Binyamin Netanyahou se rétracte, et vous ne craignez pas qu'à long terme, eh bien, cela affecte une sorte de force de dissuasion de l'État d'Israël et que les Palestiniens soient tentés de renouveler ce genre de menaces, puisque la violence, finalement, a obtenu gain de cause? Alors, regardez, Daniel, pour être tout à fait clair, enfin, ce sont des mots, ce sont des gros mots, dissuasion, tout ce que vous voulez. Et la dissuasion à Jérusalem, de la part d'Israël, elle est très simple. Si on veut, demain matin, on peut envoyer 3 000 ou 4 000 soldats aux policiers sur place et voir vous avez la dissuasion sur place. Oui. Et on a eu le cas aussi avec Khaled Mashal, avec les Jordanie. Demandez des gens aujourd'hui, après plusieurs années, qui pensent et qui se souviennent de cette question-là. Dans les relations diplomatiques, et c'est là la partie forte de la diplomatie, c'est que vous êtes innovatif, vous venez avec des bonnes idées et vous solutionnez le problème et vous retournez à la normale. Moi, j'espère que les Palestiniens vont comprendre maintenant que, après avoir enlevé ces portiques pendant la nuit, que bon, la situation allait retourner et que le status quo n'a pas changé. Donc, il n'y a plus de raison, sinon une simple incitation. Et là, Israël a le droit, en tant que puissance sur place et souveraine sur place, de prendre des précautions de sécurité. Et là, personne ne peut la plaindre. Eh bien, Yitzhak Levanon, merci pour nous avoir aidé à décrypter cette situation extrêmement complexe autour du mont du Temple et après la crise de ces 24 dernières heures avec la Jordanie. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur studiokalita.com. On vous souhaite une bonne journée. Shalom, shalom. Je rappelle que vous avez été ambassadeur d'Israël en Égypte et que vous êtes un expert en relation avec le monde arabo-musulman. Merci Yitzhak Levanon et shalom. Voilà. Shalom, bonne journée. Bonne journée. Il est 8h30 sur studiokalita.com. Dans quelques instants, nous retrouverons la chronique quotidienne d'Eliana Gurfinkel, Un jour, notre histoire. Elle nous parlera de l'écrivain, du célèbre écrivain Yitzhak Bashevitz Zinger.